Bonjour et bienvenue dans l'univers du podcast du Pumpt 2. On est content de vous retrouver sur le channel YouTube du Pumpt 2, le programme d'appui aux médias tunisiens. À chaque fois, on invite des experts. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux, on va parler des formats qui performent le mieux. On va aussi on va se retrouver dans l'univers de la vidéo et il n'y a pas mieux que notre expert qui est notre invité aujourd'hui, Vincent Passorelli. Bonjour Vincent. Bonjour Nadia, On est content de vous retrouver parmi nous. le plaisir est partagé. Donc, je vous laisse le temps de vous présenter pour ceux qui suivent justement le channel YouTube du Pumpt 2. Avec plaisir, donc je m'appelle effectivement Vincent Pastorelli, j'ai 36 ans et je suis formateur spécialiste des réseaux sociaux, de la vidéo et de l'intelligence artificielle générative. Et j'anime des formations qui tournent autour de ces domaines-là, donc aussi bien sur l'aspect purement stratégique que sur l'aspect opérationnel, donc tournage, montage, de contenu vidéo plutôt sur smartphone. Je ne sais pas trop utiliser tout le matériel qui est utilisé dans le cadre de ce podcast. Moi, c'est plutôt le smartphone que j'utilise dans le cadre de mon activité. D'accord, donc lorsqu'on essaie de voir comment les choses ont beaucoup évolué au niveau des réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube évidemment. Donc si on regarde un zoom out sur le paysage des réseaux sociaux, comment déjà vous évaluez les formats, on va dire, et les plateformes qui marchent le mieux. Et par la suite, on va voir comment, pour quelqu'un qui compte justement se lancer dans la création de contenu, donc comment procéder et surtout comment ne pas se perdre. Très bonne question, vaste chantier, vaste question. Ouais. C'est sûr que le paysage des réseaux sociaux, du social media a profondément évolué depuis ces 10-15 dernières années. Le Facebook de 2010 n'a plus grand-chose à voir avec le Facebook de bientôt 2026. On est passé vraiment d'une plateforme qui avait vocation à relayer du contenu qui était diffusé sur des sites internet pour générer du trafic sur un site, à une véritable plateforme média à part entière qui dispose de ses propres codes, de ses propres formats, et ce que je vous dis pour Facebook est tout aussi valable pour Twitter devenu X, Instagram notamment, et puis les plateformes plus récentes comme TikTok qui ont complètement bouleversé aussi l'écosystème des réseaux sociaux et notamment grâce à la vidéo courte. Donc tout l'enjeu aujourd'hui quand on souhaite exister sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer d'être le plus en veille possible sur les codes de ces plateformes pour pouvoir se les approprier en tant que journaliste, en tant que créateur de contenu notamment. Donc première étape à mon sens, avant même d'envisager la production de contenu, c'est repérer les plateformes d'aujourd'hui, passer du temps dessus, suivre des comptes qui nous inspirent, qui nous informent, pour essayer de voir comment finalement ces médias, ces entreprises, ces journalistes utilisent ces plateformes pour, dans un temps 2, essayer de se les approprier. D'accord, donc si on fait une analyse, on va dire, des plateformes, par exemple, qui marchent pour un créateur de contenu qui va parler économie, sociale, politique. Donc, idéalement, on se dirige vers quelle plateforme? Et si on peut parler aussi des spécificités de chaque plateforme, parce que, alors là, c'est très vaste. Hein. C'est très vaste, effectivement. C'est sûr que si on devait identifier un dénominateur commun vis-à-vis de ces plateformes, on retrouverait systématiquement le format vidéo. Donc, j'aurais tendance à dire qu'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est forcément envisager le format vidéo d'une façon ou d'une autre. Ce qui implique déjà un travail assez conséquent puisque créer du contenu vidéo, en tout cas du contenu qualitatif, c'est assez exigeant. Il faut réfléchir au message, il faut réfléchir au fond. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, tout est question d'audience et d'adaptation de ce contenu. En soi, on peut parler d'économie partout, sur toutes les plateformes. Par contre, on ne peut pas forcément parler d'économie de la même façon sur YouTube que sur TikTok, par exemple. On n'est pas sur deux plateformes similaires. Ce sont deux réseaux sociaux qui sont très concurrents aujourd'hui sur le format vidéo, mais qui ont des codes et des publics qui sont nécessairement différents. Dans l'inconscient collectif, on considère encore aujourd'hui que TikTok est le réseau social des jeunes, de la génération Z, donc celle qui est née vraiment avec le smartphone, notamment
notamment, et puis aussi avec les réseaux sociaux. Alors que YouTube est une plateforme qu'on considère comme la télé moderne, qui touche un public très large, a priori un petit peu plus âgé aussi par rapport à l'audience de TikTok. Et sur YouTube, on a avant tout du format long qui est valorisé. Je nuance mon propos tout de suite en disant que YouTube a aussi mis en place et diffusé le format short, YouTube Short, qui est un concurrent en fait affiché à TikTok, donc vidéo verticale courte. Donc en fait l'idée c'est à chaque fois de commencer par aborder le fond, un enjeu économique, et ensuite faire un travail de recherche, un travail d'écriture, vidéo et un travail d'adaptation en fonction des codes. Sur TikTok, ce qui fonctionne très bien, ce sont les tendances, les musiques, ce genre de choses. Il y a un côté beaucoup plus divertissant en fait, qu'on retrouve sur TikTok par rapport à YouTube. Et pourtant, pardon Vincent, par exemple, si on voit les grosses boîtes aujourd'hui, les médias qui ont de l'audience et qui sont très connus, ils se sont adaptés par exemple, aux nouvelles tendances, et on retrouve de grosses boîtes qui existent et qui produisent sur TikTok. Donc ils se sont alignés finalement pour justement peut-être attirer de l'audience, plus de jeunes peut-être. Oui, tout à fait. C'est clairement ce qu'on observe, hein. C'est un phénomène assez global qu'on observe au niveau des entreprises et au niveau des médias. Pour ce qui concerne les médias, qui est un domaine que je connais un peu mieux, si je prends l'exemple de la rédaction du Monde, pour laquelle j'ai eu la chance de travailler pendant quelques temps, le Monde existe aujourd'hui aussi sur TikTok. Donc il y a eu en fait un choix de cette entreprise, de ce média, d'expérimenter dans un premier temps la plateforme avant de se lancer, je dirais, officiellement dessus, en créant une sorte de mini-rédaction dans la rédaction du Monde pour produire du contenu d'information régulier qui correspond davantage au code d'une vidéo TikTok. Tout l'enjeu, par contre, pour un média aussi sérieux que celui du Monde, a été de respecter son ADN pour ne pas non plus faire uniquement du contenu très léger, très divertissant. Il y a eu un travail qui a été fait, un travail d'équilibre qui a été fait entre le fond et la forme, pour certes toucher un public différent, un public, on va dire, plus jeune, pour faire simple, mais tout en incarnant toujours pleinement l'ADN de la rédaction du Monde. Et c'est ça que je trouve très intéressant, parce qu'on pourrait très bien se dire, aller sur TikTok, c'est forcément faire du contenu très léger, très divertissant. Encore une fois, dans l'inconscient collectif, on considère que TikTok, c'est la plateforme où on voit des jeunes gens faire des chorégraphies, et c'est encore très souvent le cas. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, et c'est en ça que les médias sérieux, entre guillemets, ou les entreprises ont une carte à jouer. Elles peuvent tout à fait décliner leur ADN, pour peu qu'elles s'en donnent les moyens, en s'organisant, en passant du temps dessus, en essayant de bien comprendre les codes de cette plateforme, avant de diffuser de contenu, tout en ayant en tête, bien sûr, ce qui caractérise, on va dire, l'écosystème TikTok. Tout à l'heure, vous avez parlé de YouTube qui a presque, on va dire, remplacé la télévision. Est-ce qu'on peut se dire que je sais pas, dans quelques années, YouTube ou bien les réseaux sociaux seront pratiquement la source de l'information, le média, on va dire, the new media, quoi. Très bonne question encore, Nadia. Merci beaucoup pour cette question. Oui, alors je pourrais pas être très affirmatif. Je ne sais pas vraiment de quoi demain sera fait. Par contre, c'est sûr qu'il y a une tendance qui montre très clairement que, encore une fois, si on se réfère aux générations les plus jeunes, elles ont moins le réflexe de, je dirais, consommer l'information sur des supports plus traditionnels, type presse par exemple, ou même la télévision. Moi, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion, encore aujourd'hui, de donner des cours à des très jeunes gens qui ne regardent presque pas la télévision finalement, pour plutôt se rediriger vers les plateformes, donc YouTube, mais pas que, Netflix, Amazon, enfin en fait, toutes les plateformes qui aujourd'hui existent grâce au web, et qui représente un écosystème à part entière. Donc je ne pourrais pas affirmer pour autant que les médias traditionnels comme la télévision vont disparaître. Je ne peux pas être aussi affirmatif, mais par contre je pense qu'on peut tous tomber d'accord en se disant qu'en termes d'usage et de consommation pure,
les générations à venir ne s'intéressent pas forcément à ces médias-là. Et au contraire, passent beaucoup plus de temps sur des écrans plus petits, donc des smartphones enfin, essentiellement, même s'il y a aussi des tablettes, mais c'est plutôt les smartphones, et passent beaucoup de temps sur les plateformes, sur leur smartphone en fait. Et pour les médias, par exemple, comment peut-être ils doivent, en termes de stratégie, penser à se retrouver sur les plateformes? Par exemple, il y a des médias aujourd'hui où il y a une certaine résistance par rapport à cette évolution, même s'ils existent, mais ça reste quand même, on va dire, un format classique. Ils se retrouvent sur Facebook, des lives Facebook, mais par exemple, qui ne diversifient pas leur contenu sur d'autres plateformes. Je pense qu'il est primordial, on n'a plus le choix, hein, je parle on, mais Oui. les médias aujourd'hui n'ont plus le choix finalement que de se retrouver sur les réseaux sociaux et créer du contenu adapté, je pense, pour aussi diversifier même économiquement les ressources, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus compter sur les moyens classiques même de financement. Bien sûr, il y a plein d'aspects différents quand on aborde aujourd'hui les réseaux sociaux et ce qu'ils impliquent. Il y a tous les codes qui font partie intégrante de ces plateformes, mais il y a tout ce qu'il y a autour finalement quand on est, pour reprendre l'exemple des médias encore une fois, il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui sont en crise d'un point de vue économique et qui doivent chercher de nouveaux modèles économiques, de nouvelles sources de revenus. Et c'est compliqué, c'est franchement compliqué de réussir à trouver un vrai modèle économique stable, viable dans le temps sur les plateformes. Certaines sont un peu plus facilement envisageables que d'autres. Si je reprends l'exemple de YouTube, qui est vraiment la plateforme vidéo la plus vieille en fait, si on parle des plateformes. Et qui résiste, qui continue à résister. Et qui résiste très bien et qui continue de toucher un public très large, y compris des très jeunes. C'est ça qui est très intéressant avec YouTube, c'est que la plateforme a vraiment réussi ce pari du smartphone, puisque quand YouTube est arrivé en 2004, le smartphone n'existait pas, et le fait de toucher aussi un public très jeune, y compris là en cette fin 2025. Donc, il est possible aujourd'hui de gagner de l'argent sur YouTube quand on est créateur de contenu, mais quand on est un média aussi, puisque YouTube dispose d'une régie publicitaire qui a quand même fait ses preuves globalement depuis ces dernières années. Et par contre, pour les autres plateformes, c'est un peu plus délicat. YouTube n'est pas pensé de la même façon que Instagram ou TikTok. C'est pas le même écosystème, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes régies derrière qui fonctionnent. Donc c'est vrai que d'un point de vue économique, les médias sont un petit peu n'ont pas le choix en fait, comme tu viens de le dire. Il y a ce côté c'est urgent de se mettre à la page, de diffuser l'information sur les plateformes qui fonctionnent, mais derrière, il y a la question aussi de la rentabilité. Donc, c'est comment on investit aujourd'hui le web tel qu'il existe aujourd'hui, sans trop perdre d'argent, puisqu'il est souvent question d'investissement. On ne parle pas forcément encore de rentabilité, pour ce qui concerne la vidéo en tout cas, en étant à peu près sûr de viser juste. Voilà, en fonction des moyens qu'on a à notre disposition en tant que média, en fonction de la cible qu'on envisage aussi, comment on s'organise. C'est sûr que ça passe aussi par des choix. À un moment donné, on ne peut pas forcément être partout au même moment, à moins d'avoir des moyens conséquents, ce qui est tout à fait possible. Mais très souvent, la réalité fait qu'on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on doit s'adapter à la réalité du marché et on doit choisir des plateformes. Moi, je serais le dernier à conseiller à une entreprise, quelle qu'elle soit, d'implémenter toutes les plateformes parce que c'est bien d'y être. Non, c'est pas forcément mon approche. Mon approche, c'est plutôt de se dire quel est l'ADN de l'entreprise dans laquelle j'évolue, quels sont les moyens que je peux allouer à un service qui va être amené à produire du contenu pour refléter l'ADN de l'entreprise en question. Et je pense que c'est plus pertinent de viser peut-être une ou deux plateformes, en sachant qu'on peut déjà très occuper sur une ou deux plateformes, plutôt que d'être partout, juste pour dire on est partout. Voyez, et ça implique forcément déjà un travail et des choix stratégiques pour toutes les raisons que je viens d'aborder rapidement. L'information, elle est là. Elle est là partout, sur des sites. Donc, je pense que le challenge, justement, c'est de trouver cet angle qui va marquer qui va faire que notre travail soit original, on va dire, et différent de ce qui existe. Parce que vraiment, on se perd, autant d'éléments. On se perd dans des fils d'actualité qui sont saturés de contenu déjà aujourd'hui. Donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire en sorte que l'internaute lambda arrête de scroller, de
de faire scroller son fil d'actualité, son téléphone, pour consulter le contenu vidéo. Donc il faut en fait, encore une fois, bien comprendre le fonctionnement de ces plateformes. Pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut passer du temps dessus. Il faut faire de la veille, comme on dit très souvent. Il faut pratiquer. Et puis après, il faut essayer de justement, qu'est-ce qui fonctionne bien, de se poser la question. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Très souvent, quand on regarde des contenus, en l'occurrence des contenus d'information, et là, je pense plutôt à des contenus courts, des contenus de vidéos courtes, ce sont souvent des contenus où on voit un visage, où il y a une personne qui s'adresse à nous, où il y a une personne qui nous raconte son parcours de vie, ses difficultés, ce genre de choses. Ce genre de contenu fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. Je parle encore une fois des contenus plutôt courts parce qu'on a l'impression que cette personne s'adresse directement à nous. Et donc, je reprends effectivement l'argument marketing qui consiste à agir sur certaines zones de notre cerveau, puisqu'on en est là, on est complètement dans ça. Le fait d'avoir une personne qui nous raconte une anecdote, un parcours de vie, avec... comment dire, dans le travail de post-production, si on arrive à mettre une sorte de punchline au début du montage, ça c'est quelque chose que l'on voit très souvent, quelque part on attire l'attention du spectateur, de l'internaute, qui va être interpellé par rapport à ce qu'il vient de voir et d'entendre, et il va rester un petit peu plus sur la vidéo. Donc en fait, on doit faire à chaque fois en permanence, c'est ça qui fait que c'est un exercice complexe, l'information sur les réseaux sociaux et notamment en vidéo, on doit en permanence faire un travail entre le fond et la forme, en essayant de ne pas trop basculer uniquement dans la forme. Il ne faut pas que tout ça soit au détriment du fond. C'est tout l'enjeu, puisque, encore une fois, le plus facile consiste à faire quelque chose de très 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 léger, de très sensationnel, qu'on voit énormément aussi sur les réseaux sociaux. Moi, le premier, ça m'arrive de liker un contenu qui me fait juste rire, voilà. Mais c'est très léger, il n'y a pas de fond, ou quasiment pas. Qui suscite une émotion. Voilà, en fait, c'est considérer que ces outils-là, ces plateformes, utilisent la large palette de nos émotions aujourd'hui. D'ailleurs, il suffit de voir comment Facebook, pour reprendre l'exemple de Facebook, comment Facebook a évolué notamment il y a presque 10 ans déjà, en 2016, avec les nouveaux emojis de réaction. Avant, on avait uniquement le like pour interagir, en fait. Enfin, like, commentaire, partage, mais je parle des boutons d'interaction, il n'y avait que le like. Maintenant, aujourd'hui, on a le like, mais toute la palette des émotions qui vont avec. C'est pas anodin, ça montre bien que ces outils-là sont en capacité de déclencher certaines émotions et souhaitent analyser aussi nos émotions par le biais de ces boutons-là, entre autres. En tout cas, je pense que finalement... cet équilibre n'est pas très évident, mais finalement, ça demande d'abord beaucoup de responsabilité par rapport aux créateurs de contenu. Et je pense qu'il est important aussi d'évoquer le point de la responsabilité au niveau de la publication. Donc, il ne suffit pas de publier, mais finalement de se concentrer et de se mettre à la place du récepteur du contenu et de l'information ou du contenu en général. Donc, pour la vidéo, donc, on a parlé du storytelling, il y a les formats aujourd'hui. Quels sont les formats qui marchent de la vidéo justement et qui doivent exister pour une plateforme ou pour un créateur de contenu, pour un journaliste qui a son propre média par exemple? Alors, en soi, il y a plein de formats différents qui existent aujourd'hui, mais ceux qu'on retrouve en fait assez souvent et qui fonctionnent généralement assez bien, ce sont les contenus qui apportent de la pédagogie, de la vulgarisation. Ça, c'est pareil, c'est un mot que j'emploie très très souvent dans mes formations. Le mot vulgarisation, c'est quand on est journaliste, par exemple, c'est d'avoir cette capacité à prendre une notion complexe, quelle qu'elle soit, peu importe le secteur, essayer de l'incarner, de la vulgariser à l'aide donc d'une incarnation déjà dans un premier temps, donc ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde de se filmer, mais aussi d'apporter des éléments graphiques. Il y a une expertise qu'on retrouve très très souvent dans ce type de contenu, c'est du motion design, qui est là aussi pour apporter une vraie plus-value finalement aux propos journalistiques, parce que cette expertise va vraiment permettre de mieux comprendre certains éléments qui sont a priori complexes vis-à-vis du grand public. Donc vraiment, ce sont les contenus qui apportent, qui décryptent, qui analysent, qui apportent une plus-value, qui apportent de l'information de toute façon, quoi qu'il arrive,
qui fonctionne plutôt bien. Du rythme, du motion design, une incarnation. Je synthétise, mais globalement, c'est les principaux ingrédients qui font qu'une vidéo courte, format vertical, que ce soit sur TikTok, sur YouTube ou sur même Instagram, fonctionne globalement plutôt bien. Je parle d'une vidéo d'information, à proprement parler. Après, bien évidemment, en fonction des domaines, ça peut varier. Si on parle de créateurs de contenu au sens plus large, il y a un format qui fonctionne très bien sur TikTok, c'est le format Storytime. Donc là, c'est une personne qui est influenceur ou influenceuse qui se filme en mode selfie, qui raconte une anecdote de sa vie quotidienne. Et cette vidéo peut durer 5, 8, 10 minutes sans aucun montage. On a juste une personne qui s'adresse à nous face cam avec juste un texte avec un titre qui, je sais pas, ça peut être un POV, vie ma vie d'influenceur. Voilà. Et ça peut aussi très bien fonctionner. Ce qui peut déprimer beaucoup de journalistes qui, eux, galèrent à faire des montages très sophistiqués et n'ont pas le nombre de vues et le nombre de likes aussi de ces influenceurs. Mais ça fait partie du jeu. Par exemple, pour justement les vidéos, je pense qu'il y a une nouvelle tendance, en tout cas, qu'on voit. D'abord, je vais revenir à cette question. Comment expliquer justement que les internautes, ils préfèrent aujourd'hui consommer des vidéos, je pense, du 16/9e, le format des Reels, c'est ça? 9/16e, 9/16e. C'est l'inverse. Voilà, 9/16e. Donc, on est plus à l'aise justement à consommer ce format que le format classique de la vidéo, enfin classique, pas trop classique, mais en tout cas, ça attire plus. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, c'est un format qui correspond en fait exactement à ce tout petit outil qu'on utilise tous les jours, qui est notre smartphone en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est plus adapté à notre œil, par exemple. À notre œil, en fait, c'est ça aussi. Alors, je ne vais pas faire de l'analyse scientifique très, 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 très étoffée, mais c'est vrai qu'il y a, encore une fois, on parlait de marketing pour ce qui concerne les plateformes, mais le marketing, il est aussi valable pour les smartphones. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple, je ne sais pas si on peut citer de marque, mais le smartphone le plus connu avec une pomme, ce téléphone-là, par exemple, dans les couleurs qui sont choisies pour les applications, dans l'ergonomie, etc., tout est calculé pour faire en sorte que votre œil, votre cerveau ne lâche pas l'affaire. Voilà, déjà ça. Déjà, on pourrait en faire des... D'ailleurs, il y a des bouquins très bons qui parlent de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on prend l'exemple des vidéos qui sont diffusées, par exemple, sur TikTok, on est confronté à deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que la vidéo verticale correspond vraiment aux écrans du téléphone en question. Donc, c'est vraiment un support parfait pour ça. Et après, on est complètement dépendant des algorithmes. Et les algorithmes eux-mêmes sont des machines qui scriptent notre cerveau, analysent vraiment notre cerveau et vont faire en sorte qu'on soit presque accro. En fait. Oui, et c'est vrai. Parce qu'on parle vraiment d'addiction. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais par exemple sur TikTok, il est fréquent de rester quand même très longtemps sur l'application, puisque l'algorithme est vraiment une machine extrêmement puissante. Sur le fameux onglet de recommandation de vidéos, donc pour toi, on peut potentiellement rester plusieurs dizaines de minutes, voire à scroller, en fait, alors qu'on apprend... Pardon. On n'apprend rien en soi, ou presque rien. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer. Et il y a eu une certaine époque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais au bout de 2 heures, TikTok lançait une vidéo donc réalisée par ses soins avec un jeune homme ou une jeune femme qui arrivait devant l'écran et qui disait « Ouh, ça fait 2 heures que tu es là, est-ce que tu n'as pas une vie au fait ?» Quelque chose comme ça. Okay. Pour vous dire à quel point ces machines sont puissantes. Donc en fait, si vous voulez, le format vertical répond simplement à des... Je dirais pas des besoins, parce qu'on n'avait pas forcément besoin de formats courts, verticaux. C'est juste que le smartphone, plus les algorithmes et les plateformes, ont réussi à agiter certaines zones de notre cerveau et à jouer aussi la corde un peu de la satisfaction, du plaisir, etc., un peu infini. Et ça nous a rendu en fait complètement accros. Wow. En fait, c'est pour ça. C'est pour ça que ce format fonctionne bien. Ça fait peur. C'est flippant. C'est flippant, ça fait partie de la réalité. Oui. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus émerger aussi dans l'actualité, dans l'actualité des initiatives qui sont mises en avant pour sensibiliser aussi à ce phénomène-là, parce qu'on parle véritablement d'addiction. Ouais. Et c'est bien de l'évoquer, parce que l'idée, c'est d'essayer de faire avec ça. Ça fait partie de la réalité. Aujourd'hui, l'information est de plus en plus consommée sur ce type de plateforme, c'est un fait. Mais bon,
il faut aussi avoir en tête que derrière, il y a tout un pan sur l'éducation aux médias, l'éducation aux réseaux sociaux, aux plateformes, etc., qui va de pair avec ça aussi. Voilà, il faut avoir tout ça en tête. Donc, je parlais tout à l'heure, j'allais poser la question par rapport à aussi une autre tendance, donc les vidéos avec la voix off. Donc, apparemment, c'est quelque chose qui marche très bien, surtout sur Instagram. Donc, il y a des créateurs de contenu qui filment. Donc, il y a la vidéo qui est là, mais on ne voit, ils s'affichent plus, donc ils se mettent plus en avant. Oui. Mais c'est plutôt, c'est la voix off et ça marche apparemment. Oui. Et ça arrive à capter. Oui. Alors, tu parles de la voix off, de la vraie voix off. De la vraie voix off de la personne. Qui filme, donc du créateur du contenu, mais qui se met plus en avant. Donc ce n'est plus le format smartphone et donc, qui commence à parler. Oui, alors ça, c'est une tendance qu'on voit aussi effectivement émerger de plus en plus. Alors, il y a les sous-titres aussi qui sont importants pour ce type de vidéo. Et c'est vrai que c'est pareil, hein, les sous-titres, le mode d'apparition des sous-titres a profondément changé aussi avec l'émergence des vidéos courtes sur les réseaux sociaux. Jusqu'à il y a quelques années, les sous-titres, c'était sur des formats 16/9, ils étaient en bas et au centre de l'image. Aujourd'hui, les sous-titres ont pris une place considérable, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus fréquent de les voir carrément sur les formats verticaux au centre de l'image. Donc ça peut faire réagir bon nombre de personnes, mais pour autant, ça fait partie aussi de ce type de format qui connaît un succès assez considérable. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu et même de journalistes qui expérimentent ce format-là, puisqu'on considère que finalement, le fait d'avoir les sous-titres qui apparaissent au centre de l'image fait que l'incarnation peut être perçue comme secondaire. Ça peut fonctionner, ça peut répondre à un certain public aussi, puisque il y a effectivement le fait de pouvoir potentiellement écouter la vidéo. C'est pas non plus inné de pouvoir avoir des écouteurs pour à chaque fois écouter la vidéo. Là, on a les sous-titres, on voit ce qui se passe en même temps. Ça peut répondre à certains besoins, ça peut être suffisant pour certaines personnes aussi. En fait, il y a une offre considérable aujourd'hui. L'idée, c'est d'essayer d'être un peu à l'affût, d'analyser ce qui fonctionne plus ou moins bien en fonction du nombre de vues, nombre d'interactions, etc. Et expérimenter. Ça, c'est un mot que j'ai très longtemps employé lorsque j'étais en rédaction, de faire ce qu'on appelle du test and learn. On expérimente un format. Et on apprend par conséquent. Et on apprend par conséquence derrière. C'est en fonction de critères dont on peut discuter après, puisque l'idée, c'est pas forcément de faire la course au nombre de vues, c'est pas forcément le critère numéro 1 de succès d'une vidéo, mais ça peut être aussi juste les commentaires. Si les commentaires sont pertinents ou pas, on se dit, soit on continue l'aventure avec ce format, soit on fait autre chose. Donc ça fait vraiment partie intégrante aussi, et c'est ce que je trouve intéressant, et c'est ce qui fait aussi qu'on s'ennuie rarement en fait. Quand on est journaliste aujourd'hui et qu'on évolue sur le web d'aujourd'hui, on s'ennuie rarement. Oui. Parlons IA. Oui. Il était temps, il était temps de parler IA. Alors, finalement, par rapport aux vidéos aujourd'hui, je pense que les spécialistes, même de la vidéo, en tout cas, ils sont un peu réticents peut-être par rapport à l'IA, parce que finalement, il y a comme aussi on va dire des posts qui n'auront plus lieu, on va dire, qui n'existeront plus. Je dirais pas à cause de l'IA, mais avec la présence de l'IA. Oui, alors si j'ai pris des pincettes pour employer le terme storytelling, là je prends des pincettes encore plus grosses pour ce qui concerne l'intelligence artificielle. Je vous l'accorde. Merci Nadia. Parce que c'est une matière qui est encore relativement nouvelle. On parle d'un phénomène qui a explosé depuis, on va dire, 2-3 ans, 3-4 ans, allez, et qui aujourd'hui prend une place de plus en plus considérable dans les entreprises, y compris dans les rédactions. Et c'est encore assez tabou. En fait, on n'ose pas forcément dire de manière très officielle qu'on utilise l'IA générative type ChatGPT, en fait, pour ne citer qu'elle, pour nous aider en fait dans notre travail, parce qu'on considère que si on le dit, on se tire une balle dans le pied. C'est encore souvent perçu comme ça. Je considère que ce sont avant tout des outils qui ont vocation à accompagner, à assister, voilà, et pas à remplacer. Alors oui, je ne suis pas naïf, on n'est pas dans le monde des bisounours. Factuellement, je pense que, et c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, certains emplois, certains métiers vont disparaître, sans doute, avec l'explosion de l'IA. Il y a déjà des plans aujourd'hui, des plans sociaux au niveau mondial qui se justifient
par l'émergence de l'IA. Donc il y a des Justement, impacts. en parlant du cas du Monde, le Oui. Monde, je pense qu'ils étaient les premiers à réaliser une enquête qui était entièrement générée par IA. Donc, je pense, Oui, mais j'ai vu qu'il y avait, c'était réalisé entièrement en IA. J'ai oublié l'affaire, mais en tout cas, c'était un fait divers. En tout cas, je me rappelle très bien du cas. Et en fait, c'était entièrement généré par IA. Donc, la voix, l'image. oui. Et l'idée, c'est que ça se perfectionne d'une manière Effrayante. effrayante, oui. Oui, effrayante. Je pense que c'est bien en fait d'oser expérimenter. Là aussi, hein, on retrouve le test and learn, d'expérimenter l'outil pour voir ses capacités, voir ses limites, parce qu'il y en a des limites très clairement et elles sont nombreuses. Et j'ai envie de vous dire heureusement qu'il y a des limites, Oui. et voir son potentiel derrière pour pouvoir encore une fois, accompagner le travail humain. Je considère que ça doit rester un outil. Je l'utilise, hein, moi, dans mon activité aussi, et je trouve que c'est un assistant formidable. Quand le web est arrivé, il y a eu aussi des craintes qui ont été soulevées. Il y a eu une réticence, il y a eu tout un tas de questionnements qui étaient extrêmement nombreux à l'époque. Effectivement, il y a des métiers qui ont disparu, d'autres qui sont arrivés. Je pense qu'on va connaître un phénomène assez similaire avec l'émergence de l'IA. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Encore une fois, là-dessus, je ne suis pas devin non plus, mais c'est sûr qu'on a affaire à des outils qui sont particulièrement sophistiqués, qui évoluent excessivement vite et qui vont effectivement encore évoluer, encore se perfectionner, mais qui vont nous permettre toujours de nous remettre en question, de nous poser des bonnes questions sur le fond, le message en fait. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que la technique sera de plus en plus facile à prendre en main, et du coup on va avoir du temps un peu plus libre finalement pour nous concentrer sur, j'ai envie de vous dire, le propos journalistique. Et moi je trouve ça plutôt sain. Même si effectivement il y a des tonnes d'aspects qui posent questions, des questions éthiques, des questions sur, encore une fois, le monde du travail. Ce sont des questions qui sont absolument fondamentales, donc, et c'est bien de les poser, de les avoir en tête. Et il y a déjà des effets concrets aujourd'hui, donc je ne veux pas les minimiser, hein, bien évidemment, mais je pense qu'on est dans une période de bascule, voilà, avec une part d'inconnu. On verra bien comment ça va évoluer. Et finalement, donc, on est obligé aussi d'apprendre déjà comment utiliser ces outils-là. Je pense que quand même garder une distance n'est pas une bonne chose, je pense, mais il faut justement expérimenter comme tu viens de le dire, et aussi en même temps, tout en gardant dans nos esprits et dans nos têtes que c'est un assistant qui devrait être là. Mais finalement, ça aide à gagner beaucoup de temps. Par rapport au coût aussi, je pense que ça aide énormément. Oui. Donc finalement, pour l'émergence justement des vidéos qui sont générées par l'IA, est-ce que ça représente un danger aujourd'hui, par exemple, pour un vidéaste ou pour on va dire quelqu'un qui travaille sur les vidéos, qui crée des vidéos? Est-ce que ça représente un danger, on va dire? Totalement. Oui, clairement. Il y a clairement un danger qui est là, puisque ce sont des outils, c'est ce que tu viens de dire aussi, ce sont des outils aussi qui permettent de gagner du temps, d'économiser aussi de l'argent. Et ce sont des outils qui ne sont pas forcément excessivement chers aussi. Donc potentiellement, jusque-là, oui. Le temps que ça s'installe, après on va faire monter les prix de 200%. C'est une tendance, ça aussi. Oui. Mais c'est vrai que il y a une forme de danger qui est là, au sens où ce sont des outils qui sont encore, au moment où on se parle, plutôt accessibles. Donc ça veut dire que tout un chacun peut se prendre pour un vidéaste, peut générer du contenu et peut diffuser ce contenu sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc on parle de journalisme, on parle de social media, on est dans une époque où les fake news n'ont jamais été aussi nombreuses. Ah oui. Et c'est sûr que les outils d'IA qui génèrent de la vidéo sont souvent mis entre des mains pas forcément bienveillantes, qui peuvent parfois faire ça juste pour la blague, mais une blague peut devenir quelque chose de beaucoup moins drôle aussi lorsqu'elle est diffusée sur les réseaux sociaux. C'est un vrai phénomène, donc c'est sûr que l'émergence de l'IA fait qu'on doit être encore plus exigeant, nous, en tant que... Alors moi, je ne suis plus officiellement journaliste, mais je l'ai été. En tant que journaliste, on doit être particulièrement exigeant et diffuser
toujours du contenu vérifié, fact-checké, analysé. On doit décortiquer des contenus qui sont générés par IA et qui ont un écho phénoménal aussi. Il faut être particulièrement réactif. Donc, ça veut dire potentiellement aussi créer des services qui vont être uniquement dédiés à ça, peut-être demain. Des unités qui vont être uniquement... Alors, il y a déjà des unités de fact-checking qui existent et qui sont déjà bien occupées. Mais c'est sûr qu'avec l'émergence de l'IA, peut-être qu'on va avoir émergé aussi de nouvelles expertises avec des personnes qui ont vraiment pleinement compris le fonctionnement en fait, de l'IA générative au point d'être en mesure de contrecarrer des fake news qui seront diffusées. Donc il y a un vrai enjeu, je dirais, de société, au-delà même des médias. C'est un enjeu de société, un enjeu de démocratie aussi. Les démocraties peuvent être bousculées aussi par ces outils-là. On a déjà vu ce qu'on appelle des deepfakes générés par l'IA, où on voyait Donald Trump ou Emmanuel Macron dire des choses qui étaient absolument pas vraies, qui ne correspondaient pas à la réalité en tout cas. Même des images, si tu te rappelles de la rencontre des géants de la tech qui étaient réunis alors que c'était une image générée par l'IA. Donc, on invente des vies, on invente des scènes, on invente des vies et un public lambda qui n'est pas forcément, je dirais, très au fait des outils qui existent aujourd'hui peut potentiellement prendre ça au premier degré. Avec tout l'impact que ça peut avoir derrière. Donc, quand on est un média, quand on est un journaliste, quelque part, on a aussi une forme de devoir la responsabilité. C'est une responsabilité, non, mais c'est une vraie. On a un vrai pouvoir, une vraie responsabilité par rapport à ce cadre-là. Et donc, du coup, ça fait du boulot. Forcément, oui. Surtout pour les fact-checkers et l'importance aussi de l'éducation aux médias. Pour quelqu'un qui compte se lancer. Oui. Pour créer, on va dire, son propre média, sa chaîne YouTube. Quelles sont les choses à éviter? On va dire 5 points à éviter. 5 points à éviter, alors je dirais, et c'est très marketing ce que je veux dire aussi. Essayons d'être pratico-pratique. Alors, premier point. Premier point, je pense qu'il faut rester fidèle à soi-même. Il ne faut pas se dire que parce que je vais me lancer sur YouTube, je vais faire comme les YouTubeurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, il faut se concentrer sur qui je suis et quel message je veux transmettre. Il faut essayer de se différencier. C'est ça, à mon avis, le point le plus compliqué à envisager, c'est d'essayer de se différencier. Parce qu'il y a énormément de contenus qui sont diffusés aujourd'hui sur le web, sur les plateformes. Et quand on veut se lancer en tant que média, il faut forcément se spécialiser pour pouvoir exister. C'est très compliqué d'être un média général, d'envisager l'idée de créer un média généraliste aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc ma recommandation consisterait plutôt à vous dire, essayez de vous spécialiser sur une thématique, sur un secteur en particulier. C'est ce qui peut vous permettre potentiellement de mieux émerger dans un premier temps. Après, c'est forcément d'avoir un minimum de moyens. Alors, même si en vrai, un smartphone et un trépied et puis un micro-cravate aujourd'hui, un micro Bluetooth, on évite d'avoir un câble, un micro Bluetooth aujourd'hui peut nous permettre déjà d'avoir une configuration assez basique. Donc on peut en fait créer du contenu de manière assez simple. Mais c'est la pérennité, comment assurer la pérennité. Je pense que l'enjeu est là. Oui. Et c'est effectivement ce que je voulais aborder, c'est la question du modèle économique. Oui. C'est comment réussir à tenir dans le temps en tenant compte de la réalité du marché d'aujourd'hui. C'est d'accepter le fait de, potentiellement travailler avec des marques. Déjà. Donc de faire du contenu potentiellement sponsorisé aussi, avec tout ce que ça peut impliquer. Sans tomber aussi dans la pub. Direct, qui gêne aussi. Qui gêne. En sachant que le public moyen est très conscient de ça aujourd'hui. Il y a une maturité qu'il n'y avait pas forcément hier par rapport à ce sujet. Donc l'audience classique, le public classique d'aujourd'hui sait capter en quelques secondes à peine un contenu qui ressemble à une pub et va forcément plus facilement zapper. Alors qu'un contenu édito bien pensé, dans lequel, on voit le logo d'une marque qui est là, ça passe un petit peu mieux. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là qu'il faut essayer d'avoir en tête avant de se lancer. Et puis, faut faire preuve de beaucoup de patience. Mais surtout beaucoup de patience. Oui. Notre rendez-vous touche à sa fin. Merci beaucoup, Vincent. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé, Nadia. Je vous laisse le mot de la fin. Restez en veille. Soyez patients. Force et honneur. Voilà. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à suivre tout ce qui se diffuse sur le channel du PIMT2. Au revoir et au plaisir de vous retrouver. Merci.